Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 25 novembre. Merci de nous retrouver pour ce journal. Je vous en donne les titres. Ce sera Jean-Pierre Moore, le président de Montpellier Agglomération. Il a tenu une conférence de presse commune ce matin avec Hélène Mandroux. Le maire de Montpellier lui a apporté son soutien. Les élections à la CCI, c'est parti. Les chefs d'entreprise de France doivent élire leurs représentants. Chambres de commerce et d'industrie peuvent le faire jusqu'au 8 décembre. Et les footballeurs montpelliérains défendront leur place de co-leader de Ligue 1 à Marseille samedi. Une rencontre qu'une saveur particulière pour Gary Boccali qui connaît bien le Vélodrome. Et puis nous avons deux invités ce soir avec lesquels nous développerons en fin de journal la prévention des inondations. Il s'agit de Christian Bouillet. Vous êtes conseiller régional, questeur même pour être précis de la région Languedoc-Roussillon, en charge justement de ces questions de prévention et de sécurité. Et puis Michel Poiré, directeur de l'environnement de cette même région Languedoc-Roussillon. On commence avec Jean-Pierre Moore, qui sera bien le futur président de l'agglomération de Montpellier ce matin. L'actuel premier vice-président suppléant après le décès de Georges Frêche, accompagné du maire de Montpellier, Hélène Mandroux, a annoncé officiellement être parvenu à un accord. L'unique candidat donc à la succession de Georges Frêche, ce sera bien lui. Quant à Hélène Mandroux, elle brigue la première vice-présidence de cette même agglomération. Reste au Conseil d'agglo à valider cet accord lors du vote du 2 décembre prochain. Les détails avec Jean Brun. Finalement, il ira seul. Hélène Mandroux ne briguera pas la présidence de l'agglo de Montpellier. L'idée l'avait pourtant fortement effleurée après le décès de Georges Frêche, avec lequel elle était ouvertement en conflit sur le sujet. Mais les temps changent et la direction nationale du PS a veillé à ce que Montpellier ne devienne une nouvelle fois le centre d'un nouvel affrontement. Dès le début, il y a une chose sur laquelle j'étais convaincue, c'est qu'on devait s'entendre, qu'il n'était pas question qu'on se batte pour une présidence. Ça aurait été complètement stupide et ça aurait été à l'encontre de l'intérêt général. Jean-Pierre m'a proposé la première vice-présidence, j'ai accepté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais assumer auprès de Jean-Pierre ce que Jean-Pierre avait assumé auprès de Georges Frêche, une première vice-présidence réelle et en toute fidélité vis-à-vis de Jean-Pierre. Je pense que c'est très bien, c'est un signe fort qui est donné aussi de poursuite de l'harmonie qui règne dans cette agglomération avec les 31 maires qui en font partie et bien entendu l'appui aussi de la ville-centre dont vous savez l'importance qu'elle a au sein de l'agglomération de par la dynamique montpelliéraine mais qui est appuyée, qui est confortée par celle des autres communes. Un bon accord valant mieux qu'un mauvais procès, Moore et Mandroux se sont donc entendus pour étendre, entre autres, la mutualisation des services entre les deux collectivités. Une décision rassurante pour les 29 autres maires de l'agglo. C'est le scénario que je souhaitais. Le scénario que je souhaitais, c'était la cohésion de notre conseil d'agglomération. Naturellement, la déstabilisation du conseil municipal de Montpellier était pour nous quelque chose de totalement inenvisageable. Donc les choses se passent comme elles devaient se passer et c'est bien ainsi parce qu'en fait, c'est l'intérêt collectif qui triomphe. Il y a un état d'esprit à cette communauté d'agglomération qu'a instauré Georges Frêche, avec l'aide tous les jours à ses côtés de Jean-Pierre Moore. Et donc Jean-Pierre Moore n'est pas le candidat des petites communes, il est le candidat de l'ensemble des communes de l'agglomération. C'est lui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est le meilleur d'entre nous. Et c'est lui qui incarne le plus cet état d'esprit de collaboration entre les uns et les autres. Mariage d'amour ou de raison, nul ne peut prédire la durée de la lune de miel, mais le signe est fort et profitera quoi qu'il arrive aux habitants de l'agglomération. Et je profite d'avoir Christian Bouillet sur ce plateau ce soir. Vous êtes conseiller régional, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes également conseiller d'agglomération. Est-ce que vous faites partie de ceux élus de Montpellier qui ont plutôt poussé Hélène Mandroux à soutenir Jean-Pierre Moore? Écoutez, moi je n'ai poussé personne ni dans un sens ni dans l'autre. Je constate que la raison l'emporte sur la passion. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai entendu Hélène Mandroux, et avec qui je travaille en parfaite intelligence, dire qu'elle avait fait un choix raisonnable, qui semble convenir à tout le monde. Bon, Jean-Pierre Moore avait fait ses preuves pendant l'absence du président. Il était, disons, plébiscité par une grande quantité d'élus, aussi bien dans les villages qu'à la ville. Et je crois qu'ils ont fait preuve de sagesse en se mettant autour d'une table tous les deux et en tirant, disons, les leçons de ces discussions qui consisteront, disons, à avoir
une agglomération performante dans laquelle les projets montpelliérains ne seront pas écartés, on y veillera. Et je suis ravi. Je pense que ce matin, je ne pouvais pas participer, disons, à cette conférence de presse. Je la découvre ce soir là avec vous. Et voilà mon sentiment. Chacun sera à sa place et on pourra aller de l'avant. Je pense à des grands projets comme celui, disons, du Petit Bar, qui est drivé par Hélène Mandroux. Bon, et chaque fois je lui rends cet hommage. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui ont aidé dans ce secteur. Or, ils conditionnent ensuite, disons, le développement de Montpellier. Et on a besoin d'une agglo qui le soutienne parfaitement. Bon, elle l'a fait, elle le fera davantage. Moi, je suis vraiment ravi. Et la politique, c'est pas uniquement des passions, c'est un cerveau, on réfléchit. Parfois, la raison l'emporte. Eh bien, vous en avez la démonstration, là, voilà. Merci de cette réaction, Christian Bouillet. Vous êtes également, bien sûr, conseiller municipal et lors d'un conseil exceptionnel, hier soir, la ville de Montpellier devait désigner son nouveau conseiller d'agglomération en remplacement de Georges Frêche. Le choix s'est porté sur Nadia Miraoui. Elle a 38 ans, travaille au conseil général de l'Hérault et elle est conseillère municipale déléguée à l'hygiène et à la sécurité sanitaire. Nadia Miraoui revient sur les conditions de sa nomination au micro de Jean Brun. J'aurais très honnêtement préféré arriver dans d'autres conditions. Pour moi, ce n'est pas les conditions idéales. Je regrette profondément que cet homme ne soit plus parmi nous aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître son travail, qui a été un travail excellent. Personne ne pourra en dire le contraire. Donc, c'est ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est d'arriver sans que Georges Frêche soit là. Autre élection, celle des représentants aux chambres de commerce et d'industrie. Le vote débute aujourd'hui par courrier ou Internet et se terminera le 8 décembre prochain. Ces élections marquent l'entrée en vigueur de la réforme des chambres consulaires. En Languedoc-Roussillon, chacune des 9 chambres que l'on découvre sur cette infographie, ces 9 chambres territoriales, élise on va élire à la fois les représentants locaux au CCIT et les représentants régionaux à la future CCIR qui sera constituée de 53 membres. La CCIR aura des pouvoirs élargis par rapport au CCI territorial. À Montpellier, 28 000 ressortissants sont appelés à choisir entre la liste MEDEF conduite par Rudy Giovino, le président sortant, et celle de la CGPME portée par Gabriel Deloncle, mais un troisième candidat s'est positionné. Il se présente sans liste, mais sur son seul nom. Il s'agit de Guy Cohen. Olivier Roiran l'a rencontré. Où on en est? C'est prêt ou c'est pas prêt? En tout cas, lui, il est prêt à affronter les électeurs. Guy Cohen, candidat individuel à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, mais uniquement dans sa version territoriale. Ce joaillier de 52 ans est implanté depuis longtemps dans l'Écusson. Je suis issu d'une famille de joailliers depuis 4 générations. À Montpellier, depuis 2 générations, mon papa Maurice Cohen était installé rue de l'Argenterie. C'est lui qui m'a appris le métier. Et je suis installé, moi, rue Trésorier de la Bourse, avec l'enseigne Cap Benjamin, qui est une boutique atelier dans laquelle je fabrique, je dessine et je réalise les bijoux. Ceci depuis 1994. Et Guy Cohen est président des commerçants du quartier Saint-Ravi. Il comptait partir à la bataille de la CCI avec la FADUC, la Fédération des commerçants, usagers et consommateurs de Montpellier. Mais finalement, il se lance seul. La mesure phare de son programme, rétablir l'accessibilité de l'Écusson et notamment de la rue Saint-Guilhem. Il y a 2 choses à faire, c'est effectivement la réouverture de cette rue. Je le rappelle que uniquement au passage et pas du tout au stationnement, et la rue de l'université pour désenclaver, pour libérer ce flux de voitures. C'est encombrement, ça donne pas du tout envie de faire du shopping. Nous vous demandons de bien vouloir vous garer ailleurs que sur la place. Ça reste assez logique. 1, 2, 3, 4 commerçants qui mettent ça sur le véhicule. Et c'est l'autre point noir relevé par Guy Cohen, l'engorgement des rues et le problème de stationnement permanent de certains usagers. Le candidat pointe aussi la propreté. Seul pour défendre un seul quartier, le joaillier assume et il rappelle la validation de sa candidature par la préfecture.
Mais le problème, c'est qu'il considère avoir été écarté de l'organisation des élections à la CCI et de ne pas pouvoir défendre ses chances dans la bonne catégorie. J'apprends, moi, uniquement depuis le 16 novembre, alors même que ma candidature date du 29 octobre, que je me retrouve dans un collège qui est le collège Industrie, qui n'est pas très représentatif de mon activité, bien évidemment, et alors même que ma candidature, elle, se porte sur le collège Commerce et Services. Mais le candidat atypique à la CCI se battra pendant et peut-être après les élections. Un recours pour les faire invalider n'est pas à exclure. Les résultats de ces élections seront proclamés le 16 décembre prochain, mais ce n'est qu'en janvier, en 2011, que les présidents des chambres consulaires seront officiellement élus par leurs assemblées respectives. Les études pour la reconversion de l'ancienne école d'application de l'infanterie à Montpellier se poursuivent. La ville a présenté aujourd'hui les résultats de l'appel à idées lancé il y a quelques mois. 6 cabinets d'architectes sont retenus avec pour chacun des propositions de réaménagement du site. Maxence Kérébel. Aujourd'hui, l'actuel EAI, c'est ça. Une caserne fantôme ou presque, vestige de la présence de l'armée à Montpellier. Les 6 cabinets d'architectes retenus ont alors leur petite idée pour dynamiser l'image du site qui va s'ouvrir sur la ville avec pourquoi pas une auberge de jeunesse, un cinéma ou le passage d'un tram transporteur de marchandises. Mais ces esquisses restent des hypothèses puisque tout sera vraiment décidé par un urbaniste désigné qu'en 2012, un urbaniste qui devra respecter les priorités données par la mairie. Les 4 thèmes, eh bien, ce sont en premier lieu le renforcement et la préservation des espaces verts et notamment du parc Montcalm. Le deuxième thème, c'est l'ouverture du site par la route de Toulouse. Le troisième thème, c'est la mixité du logement. Et le quatrième thème, c'est le passage de la ligne 5 de tram. Avant la construction des bâtiments, il faudra racheter les terrains à l'État propriétaire des lieux. Le coût, pour l'instant, il est inconnu puisque le prix du terrain dépendra de ce que l'on y fait dessus. Pour les futurs logements, en tout cas, si l'on parle de mixité sociale, l'ambition n'est pas de faire dépasser les actuels 21% de logements sociaux de la ville de Montpellier. Il y a des communes périphériques qui aujourd'hui, je pense qu'elles ont peut-être fait des progrès, qui étaient à 3%. Il y a des communes, mais droite et gauche, hein, c'est pas du tout politique ce que je vais dire. Il y a des communes qui préfèrent payer une pénalité financière plutôt que de faire du logement social. Aujourd'hui, la ville participe largement, mais c'est vraiment dans le bassin de vie de Montpellier, c'est certainement Montpellier la ville qui supporte réellement qui a vraiment le logement social qui est présent. De toute façon, il faudra attendre plusieurs années avant de voir de nouveaux bâtiments construits ici. Prochaine étape pour la ville, l'ouverture de ce parc Montcalm dès le 1er janvier 2011, un espace que la mairie ambitionne de transformer en Central Park montpelliérain. Sport, oui, il confirme, ça fait partie des projets, un Central Park montpelliérain. Oui, ça fait partie des projets. Un parc qui serait central alors, en français on est au centre-ville. Hein. Voilà. C'est une partie du canton que j'occupais, c'est le 7e canton, et effectivement aujourd'hui il est classé dans le centre. Sport maintenant, le MHB a tenu son rang hier soir dans sa salle de Bougnols avec une nouvelle victoire face aux Dijonais, 11e du championnat de Ligue 1. Les Bourguignons n'ont pas pesé bien lourd face à Nicolas Karabatic et les siens. Résultat 35-26. Place de nouveau maintenant à la Ligue des Champions. Ce sera dimanche. En volée, l'Arago de 7 s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de la Confédération européenne en confirmant à domicile sa victoire en Bosnie. Les Sétoiles ont emporté 3-7-0 face à Cacange. Prochain rendez-vous important pour le volleyball local, ce sera le derby de l'Arago de 7 viendra défier Montpellier. Ce sera mardi prochain. Football, le MHSC s'attaque à l'OM. Les footballeurs montpelliérains se rendent au stade Vélodrome. Ce sera samedi soir. L'an dernier, ils s'y sont inclinés 4-2. Il y a souvent beaucoup de buts dans cette rencontre. Mais cette saison, ce sera à Marseille de faire le jeu. Les Montpelliérains, rappelez-vous, sont tout simplement co-leader de ce championnat. Et dans l'équipe, il y a un certain Gary Boccali qui connaît bien le stade Vélodrome. Olivier Brachard. Après sa victoire à Nice 1-0, Montpellier est 2e du championnat derrière Lille. Le MHSC a même été premier de Ligue 1 durant 24 heures pour la première fois de son histoire. Et lorsqu'un journaliste après la rencontre s'interroge sur le faible niveau du championnat, vu la position de leader du MHSC, lui Nicolas y répond avec des mots crus qui manquent d'élégance, ce qui vaut à l'intéressé une convocation devant le Conseil national de l'éthique. Mais que pense René Girard du niveau du championnat? On a un championnat qui est serré. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Est-ce qu'il faut en être content? Moi, je trouve bien mieux d'avoir
d'avoir des équipes comme ça qui se tiennent et que des petits puissent ennuyer les gros, plutôt que de voir ce qu'on voyait il y a 5-6 ans, Lyon arriver à la trêve avec 10 points d'avance. Les caméras sont nombreuses ce matin à l'entraînement. Le MHSC se déplace chez le champion en titre. Un Olympique de Marseille en pleine confiance après sa qualification à Moscou pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Gary Boccali a été formé et a joué dans le club phocéen. Nous, on y va pour jouer avec nos qualités, à jouer avec notre mental et bon, après on ne se met pas plus de pression que notre match. Mais on va là-bas en tout cas pour essayer de prendre au moins un petit point. Face à Diawara et Mbia, Olivier Giroud, le buteur à Nice, aura fort à faire. D'autant plus que ce sera une première pour lui au stade Vélodrome. C'est sûr qu'il y aura une bonne charnière centrale, l'une des meilleures de France, mais voilà, on va jouer sans pression. Je veux dire, la pression sera pour eux parce qu'ils devront faire le jeu. Et puis apparemment, ils ont un peu plus de mal à domicile. Olivier Giroud et ses coéquipiers miseront sur un bloc défensif solide et tâcheront d'optimiser les quelques opportunités en contre ou sur coup de pied arrêté. Et pourquoi pas sur corner, comme le suggère Olivier Brachard sur ces images. Fin de ce journal, mais pas tout à fait. Comme promis, nous avons deux invités. Christian Bouillet, conseiller régional, questeur même à la région Languedoc-Roussillon, en charge de la prévention des inondations. Et puis à ses côtés, Michel Poiret, directeur de l'environnement de cette même région Languedoc-Roussillon. Vous animiez, messieurs, c'était il y a 2 jours, la 4e conférence régionale de prévention des inondations. Au programme, le travail effectué par la région et l'ensemble des collectivités territoriales et de l'État pour prévenir ces inondations qui font partie des fléaux régionaux. Peut-être rappeler simplement à Monsieur Poiret, et il y en a des néo-régionaux que ici, même si pour l'instant on n'a pas encore eu d'accident, la saison, l'automne est propice à ce qu'on appelle les accidents cévenols. Exactement, des pluies diluviennes qui transforment un paysage paisible en un torrent de boue et d'eau. Une grande partie des territoires du Languedoc-Roussillon est soumis à ce risque d'inondation. On a commencé à y travailler depuis longtemps. Et puis après Napoléon III, on a commencé à oublier que les rivières et les fleuves du Languedoc-Roussillon avaient cette possibilité de forts dégâts qui se sont rappelés à nous régulièrement en 98, en 2003, en 2005. Et donc c'est un enjeu pour la région de se préserver contre les inondations. Alors Christian Bouillet, il faut préciser qu'au départ ce n'est pas une compétence régionale, mais en 2004 la nouvelle majorité a souhaité s'investir dans ces questions-là pour des raisons liées aux soucis des personnes, mais pas seulement. Oui, écoutez, on ne présente plus la politique induite par Georges Frêche à partir de 2004. Même si on n'a pas la compétence générale, il y avait quand même à prendre en considération que dans une région de 2,5 millions, 2,4 millions d'habitants, il y en avait 1 sur 4 qui était touché par les problèmes d'inondation, par les dangers que ça menace. Donc il fallait sortir, disons, de cette situation où rien ne s'était fait ou presque, pour lancer une véritable politique de prévention. C'est ce que Georges Frêche a fait, et il a fait avec des outils qui sont à la disposition des uns et des autres. Il y a ce qu'on appelle le PAPI, c'est-à-dire le programme d'action de prévention des inondations, qui est un outil. Il faut savoir aussi qu'en Languedoc-Roussillon, du fait de sa situation géographique, on est entre la mer et le Massif central, qu'avec la chaleur, les nuages se forment, se déplacent, et quand les précipitations arrivent, c'est la catastrophe. Tout à l'heure, Monsieur Poiret nous le disait, quand il y a des chutes de l'ordre de 200 mm3 par 24 heures, alors que dans l'année, il n'y en a que 800 à 900, c'est la catastrophe. Donc, on constatait les dégâts. Et, par exemple, si je prends la dernière catastrophe, en décembre 2003, rupture des digues du Rhône à Fourques, eh bien, il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu 1,5 milliard de dégâts. Quant à Nîmes, en 88, c'est la même chose. Il y a eu 9 morts, 600 millions d'euros. Donc, les sommes qu'il faut sortir après,
sont bien plus importantes que les investissements que l'on peut faire. Mais ceux-ci ne sont pas négligeables. Par exemple, la région met 100 millions d'euros dans le cadre du contrat d'État, de plan État-région. L'État en met autant, l'Europe en met 35. Ça fait de l'argent. Bon, ça fait environ à peu près 45 millions par an pour toutes ces opérations. Ça, c'est de la politique. Et ce n'est jamais fini parce qu'une fois qu'on a installé tous les dispositifs... Il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Tout à l'heure, M. Poiré nous parlait de Napoléon III. Les digues qu'il y avait dans le Rhône et tout n'ont jamais été entretenues. Et le jour où ça arrive, eh bien, ça coûte des fortunes. Alors, donc, bravo à cette région. Michel Poiré, une question. Beaucoup de choses ont été faites. Vous l'avez souligné, on pense ici pour les Montpelliérains à l'aménagement des rives du Lez notamment, mais est-ce que parfois cet aménagement ne sert pas de prétexte à certaines collectivités locales pour du coup en rajouter une couche en termes d'urbanisation, donc de risque ? C'est l'État qui fixe les règles du jeu avec les PPRI, les plans de prévention du risque inondation. Avec un contexte après Xynthia qui fait c'est cette grosse tempête sur la côte atlantique. Qui fait qu'on est aujourd'hui extrêmement prudent quand on cherche à modifier le PPRI. Ceci dit, il est hors de question d'arrêter le développement d'une région sous prétexte qu'elle est soumise aux inondations. Elle est soumise aux inondations depuis fort longtemps, on s'est adapté. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut arriver à ne pas vitrifier les communes qui sont soumises à un fort risque d'inondation, mais à chercher à être inventif et à retrouver ce que les anciens avaient imaginé, notamment ne pas aménager le rez-de-chaussée, prévoir de pouvoir vivre à l'étage, sortir par le toit, ce genre de choses. Christian Bouillet, peut-être qu'au-delà des investissements, des digues, etc., il y a un vrai travail d'information, peut-être pas le plus facile, auprès des populations à faire. Vous venez de mettre le doigt sur un des thèmes, effectivement, de la conférence qui a eu lieu, c'était mardi, voilà. Effectivement, il y a 2 missions que la région s'est octroyée pour essayer de régler les problèmes. Bon, il y a des outils, mais il y a aussi la mission d'information, le maintien de la mobilisation, le partage des connaissances. Donc il faut qu'entre les partenaires, les conseils généraux, les collectivités, l'État, la région, les syndicats de bassin versant, la communication passe. Il y a malheureusement, il y a une conférence, disons, par an, ça fait la 4e. Je pense qu'il faudra multiplier encore, disons, les sources d'information de telle manière qu'on vive avec ce risque, mais ce risque qui sera maîtrisé. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous pour nous rappeler cet impératif d'avoir ce souci, cette préoccupation et de faire circuler cette information sur les inondations. Dernière information en matière d'environnement, demain une première dans la région Languedoc-Roussillon, c'est le lancement à Metz d'un Grenelle régional. Vous nous expliquez en un mot ? En un mot, c'est le Grenelle 3. On va faire du Grenelle local. L'État, la région, les autres collectivités, tous les acteurs, les associations, les personnes qualifiées, tout le monde pour le développement durable, offrir un territoire du futur qui puisse faire face aux enjeux. On aura l'occasion d'en reparler demain dans le journal. Merci encore à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur 7LTV.